Bienvenue dans ce nouveau plateau spécial, des plateaux spéciaux conçus juste pour bien vous préciser les choses par rapport aux mesures présidentielles annoncées par le chef de l'État le 3 avril, Ali Bongo Ondimba, dans son adresse à la nation, a annoncé des mesures sociales et économiques que le gouvernement met en musique. Parmi celles-ci, le fonds de 5 milliards de francs CFA pour la création d'une banque alimentaire. La ministre en charge des solidarités nationales, Madame Priska Koolinde, était sur le plateau de Gabon 24 pour nous édifier sur les bénéficiaires et sur le nombre de foyers touchés par cette mesure. Nous avons retenu qu'il s'agit de toutes les personnes vulnérables, veuves, orphelins, personnes handicapées, retraités, chômeurs ou toute autre personne ayant perdu son emploi à la suite des mesures dites présidentielles. Retenez que même si la liste n'est pas exhaustive, Madame, Monsieur, il y a que la banque alimentaire concerne toutes les personnes vulnérables. C'est le mot vulnérable que l'on retient sans distinction. Seulement, à l'épreuve des faits, plusieurs manquements sont observés par les populations qui, par le biais des réseaux sociaux, ont donné de la voix. Pour ne pas que la situation s'enlise, je reçois les responsables des confessions religieuses qui ont, sur le terrain, vécu également certaines choses. Parmi mes invités se trouve le révérend Francis Michel Badinga, coordinateur général des observateurs de l'ensemble des communautés religieuses, une personne qui n'est plus à présenter. Merci révérend d'être sur le plateau de Gabon 24. Merci. À côté de vous, il y a le père Patrick Nguema Edou qui est lui coordonnateur d'un arrondissement. Merci beaucoup d'être sur Gabon 24. Messieurs, d'entrée de jeu, on va faire le point. Le point est nécessaire parce qu'au quartier, beaucoup de choses sont dites. Vous, en tant que responsable religieux, vous êtes pointé du doigt sur la façon dont vous distribuez cette aide alimentaire. Qu'en est-il? Comment d'ailleurs avez-vous été associé à cette mesure? D'accord, je répondrai à la question, il pourra compléter. D'abord, la première chose qu'il faudrait préciser, c'est que nous ne sommes pas des distributeurs, nous sommes des observateurs. Nous avons été 2 fois les responsables, leaders majeurs des communautés religieuses, étaient reçus d'abord par le Premier ministre, chef du gouvernement, justement, qui nous avait présenté plus d'une fois les mesures prises par le président de la République. Vous vous souviendrez que le chef de l'État avait appelé à la solidarité. Des personnalités ont donné de l'argent, des entreprises ont donné des dons en nature. Et quelle était la contribution des communautés religieuses, étant entendu que dans le projet initial, il était question que des communautés religieuses qui sont déjà organisées comme la communauté catholique qui a Caritas, notre ministère Salvation Béthanique qui a les rallyes de l'espoir, l'Alliance chrétienne, Pentecôte, les musulmans qui ont des organisations déjà sociales qui le font, n'est-ce pas, puissent être dans le terrain. Alors nous avons proposé que dans un premier temps, nous soyons des observateurs sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité de ces mesures qui feront en sorte que les dons ne soient ni détournés, mais réellement vont vers ces populations. Donc notre rôle, premièrement, nous ne sommes pas des distributeurs, nous sommes des observateurs. Est-ce que, d'entrée de jeu, une liste vous a été donnée de bénéficiaires, de ces personnes qui, normalement, sont éligibles? Est-ce que vous avez reçu les critères de sélection de ces personnes qui sont éligibles, justement, monsieur le père Patrick Nguema? Oui, les critères, d'abord, premièrement, il n'y a pas de liste. D'accord. Il n'y a pas de liste. Mais vous aviez les critères? Il y a des critères. D'accord. Des critères, que par vous devez exemple, nous rappeler. Des personnes âgées, des personnes handicapées, une femme enceinte, tous ces critères que vous avez détaillés en entrée de cette émission. Donc, quand nous sommes avec les responsables du ministère des Affaires sociales, de la solidarité nationale, nous sommes avec eux sur le terrain et ce sont ces critères qui sont mis en valeur. D'accord. Et il n'y a pas d'autres critères. Maintenant, comme le disait le révérend Francis, nous accompagnons, mais c'est sous la responsabilité du ministère de la Solidarité nationale. Votre apport est simplement celui d'observateur. Vous Notre ne jouez apport... pas un rôle aussi important que celui de distributeur. Vous observez, vous vérifiez. Oui, l'observation n'est pas une observation passive. Nous sommes actifs. Le ministère des Solidarités nationales a besoin d'une synergie de tout le monde. Et donc, a fait un appel d'un certain nombre de volontaires, de son personnel et de nous autres. Et donc, sur le terrain, nous apportons ce concours. Comme le disait le révérend Francis tout à l'heure, nous avons déjà dans nos églises des organisations qui concourent à ce genre d'exercice.
Par conséquent, c'est une expertise que l'on apporte. D'accord. Hein? Donc, nous ne distribuons pas, nous n'avons pas de décision, nous accompagnons ceux qui ont la mission régalienne de le faire. Mais notre mission aussi, en les accompagnant, c'est d'aider à ce que ça puisse aller à ceux vers qui cela est décidé. Révérend Francis Michel Badinga, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous avez constaté? Parce qu'il se raconte que les équipes qui vont sur le terrain ne donnent pas l'aide alimentaire aux personnes qui sont identifiées. Que cela se passe par affinité. Okay. Vous qui êtes homme d'église, donc servant de Dieu, donc qui avez droit de vérité sur les populations, qui devaient leur dire la vérité, dites-nous concrètement comment cela se passe sur le terrain. Alors, je commencerai d'abord à vous dire, je veux rappeler ce que je dis souvent, c'est une sentence ou une diatribe. Je dis souvent que le destin d'une nation dépend de la manière dont elle se nourrit. On ne doit pas se nourrir de mensonges, on ne doit pas se nourrir de, on va dire, de Congo-ça national, de ragots, ça fatigue. Je voudrais dire des choses de manière claire. Vous devez savoir qu'en tant qu'observateur, notre première contribution a été de garantir l'intégralité ou l'intégrité des distributions aux populations cibles. Il faut que ce soit clair. La première chose que nous devons d'abord dire, c'est qu'avant même que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités ne se déploie sur le terrain, il y avait déjà une organisation parallèle. C'est-à-dire, vous avez dû voir dans les médias que des chefs des quartiers faisaient des listes, des élus locaux aussi estimaient que dans le fait que les circonscriptions où nous travaillons, ils en sont les administrateurs, donc certainement ils ont pris des initiatives, il faut le reconnaître. Des initiatives qui ont été balayées quand même par la ministre en disant que les chefs de quartier n'étaient pas personnes habilitées. Laissez-moi expliquer pourquoi. Allez-y, s'il vous plaît. Il y a un confinement de la région de Libreville. Nous, ce que nous avons dit, que le confinement devait faire en sorte que les gens ne s'attroupent pas, déjà pour respecter les mesures barrières. En tant qu'observateur, nous avons dit non, pas d'attroupement 1. D'où déjà l'idée qu'il n'était pas intéressant de voir des chefs de quartier faire des listes et nous n'avions aucune garantie que ces listes étaient faites sur la base uniquement des critères qui ont été clairement retenus. D'accord. Deuxièmement, notre participation est assujettie au fait qu'il ne faut pas transformer cela en campagne politique. On est d'accord. Donc, quel est le premier problème? C'est qu'il y a eu ce qu'on appelle des conflits de compétences. C'est vrai que nous rentrions dans des circonscriptions qui sont sous l'autorité des maires des communes, des maires des arrondissements. Nous, les observateurs, en accord avec le ministère, nous avons dit nous voulons travailler dans ces circonscriptions sur leur supervision, c'est-à-dire qui nous donnent la clé pour rentrer dans leur circonscription parce qu'ils ont la responsabilité d'assurer le travail, la sécurité des volontaires. Déjà, je voudrais insister que nous sommes bénévoles. D'accord. Donc, nous ne sommes pas payés pour ça. La plupart d'entre nous, on a mis nos véhicules en contribution, nos délégués à contribution, qu'il faut ramener le soir après le travail. Et donc, à partir de ce moment, il fallait d'abord s'assurer que dans ces circonscriptions, on accepte qu'on travaille. 1. Mais que 2, que les maires eux-mêmes et les élus locaux sachent qu'ils n'ont pas l'initiative des endroits où on va distribuer. D'accord. Nous avons souhaité que le ministère régalien qui s'occupe de ça, c'est le ministère. Chaque arrondissement a un coordinateur issu du ministère de la famille, de la solidarité et des affaires sociales. Et vous savez qu'il y a eu des petits problèmes avec leur syndicat. Bon, nous avons demandé qu'ils soient intégrés à nos côtés comme observateurs. D'accord. C'est un problème qui a été réglé. Donc, ça veut dire que dans chaque arrondissement, nous avons un coordinateur observateur sous la responsabilité de celui du ministère. Nous avons un syndicaliste à nos côtés et avec un représentant de la mairie qui sont censés connaître les gens, mais l'initiative de la distribution doit être en harmonie avec les ayants droit. D'accord. Ça veut dire qu'il peut se retrouver sur le terrain des militants, des élus locaux qui répondent à ces critères, ce qui est tout à fait normal, il faut qu'ils soient servis. On est d'accord. Mais nous estimons que tout le monde doit être servi, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la religion, animiste, chrétien, musulman, quelle que soit l'idéologie politique, quel que soit le politique, tout le monde doit être servi. Et tout le monde sera servi puisqu'il y a 60 000. Voilà. Maintenant, les populations sont impatientes. D'accord. Pour 2 raisons. Dites-nous. La première raison, c'est qu'elles se nourrissent de mensonges. Vous avez des petits agitateurs qu'on envoie dans les quartiers raconter des histoires, ce qui crée des problèmes. Je vous donne un exemple. Monseigneur, sa voiture, par exemple, a été caillassée hier. Son véhicule a été cassé hier. Pour quelle raison? Mais parce que les populations sont enflammées, estiment qu'on ne fait pas les choses dans le temps. Deuxième raison.
La première opération a consisté à distribuer des bons. C'est des bons d'achat que les gens iront récupérer, je crois, dans des magasins. Dans les groupes les magasins du groupe CK Gadis. Voilà. Sur les 60 000 bons, au moment où je vous parle, nous n'avons reçu que 8 000. Oui. Pourquoi ça a été 8 000? confirmé. Pourquoi 8 000? Ça a été confirmé. Je vous dis pourquoi 8 000. Parce qu'il faut comprendre que CK Gadis imprime ses bons. On a compris. Le ministre de l'économie nous l'a expliqué. Mais deuxièmement, il faut expliquer qu'ils le font de manière parcimonieuse. Tout à fait. Pour ne pas se retrouver aussi avec un flux de personnes. Tout à fait. Donc ça, ce sont les raisons à ce jour, réelles. Il y en a 8 000. Voilà. 8 000 bons. Mais à côté de ces bons, il y a de l'aide, il y a des dons qui ont été donnés par des entreprises et des particuliers de bonne volonté qui sont également distribués. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Les dons en nature sont stockés dans un dépôt. Oui. Les seuls qui ont eu droit à des bons en nature, ce sont les centres de gériatrie, oui. Ce sont les centres d'orphelinat, ce sont les centres d'handicapés, de malades mentaux et des personnes vivant avec un handicap. Ce sont eux qui ont reçu des dons en nature. Exemple, dans les réseaux sociaux, on m'a montré un petit sac de riz avec une bouteille d'huile. Et on a mis dans les réseaux sociaux, voici les dons du gouvernement. C'est un mensonge éhonté. Qu'est-ce qui constitue? Nous n'avons pas encore fait des dons en nature. Donc vous n'avez pas fait, mais le ministère a déjà, à son niveau, fait des dons. Nous étions, même quand le ministère l'a fait, nous D'accord, vous avez observé et c'est fait. Qu'est-ce que vous répondez, messieurs, s'il vous plaît, révérend et mon père, qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui disent que lorsque les équipes des dons alimentaires arrivent dans les quartiers, elles choisissent les maisons. Donc, écoutez-moi, s'il vous plaît, que je vous pose la question. Pour une meilleure audition et compréhension des téléspectateurs, il n'y a que lorsque ces équipes arrivent sur le terrain, on va choisir M. Badinga parce qu'habitant dans une maison qui ne répond pas aux critères, disons une maison en planche, et puis on va laisser M. Jean de Dieu qui malheureusement est retraité, mais qui habite dans une maison complètement, une meilleure maison, on va dire en dur, comme on le dit ici. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, il faut être concret là-dessus. Oui. Il faut dire que chaque équipe a un certain nombre de bons à disposition. D'accord. Vous avez confirmé qu'il y a 8 000 pour bons le Grand Libreville. Oui. D'accord. Ces 8 000 sont dispatchés dans toutes les équipes. Donc, une équipe va se retrouver avec un certain nombre de bons et va descendre dans une zone d'un quartier pour distribuer. Alors, je vais prendre des exemples concrets. Dites-nous, vous qui êtes coordonnateur d'un arrondissement, dites-nous. Alors, les personnes arrivent. Il y a, par exemple, des personnes âgées, des personnes handicapées, des femmes enceintes dans le même espace. Ces personnes seront prioritaires. D'accord. Donc, ces personnes seront prioritaires. Il faut bien comprendre, c'est vrai que la crainte des populations que l'on visite, c'est nous risquons de ne pas avoir. Dans ce qu'on appelle la cuvette à Ovendo-Alé Nakiri, nous avons passé 2 jours à distribuer. Nous sommes arrivés, un premier jour, nous avons ciblé, d'abord on a demandé ces différentes personnes et nous avons fait le tour. D'accord. Le deuxième jour, nous sommes revenus pour continuer avec les autres. Il n'y a pas question Est-ce que vous avez ratissé large? Est-ce que toutes les personnes vulnérables... Je vous dis, en fonction du nombre de bons, le maximum est touché. D'accord. Donc, ce sont des choses concrètes. Mais il faut dire que on accueille ce cri. C'est comme je dis, c'est que les gens sont dans une question parfois de survie. Ils se disent, si on ne m'a pas donné aujourd'hui, on ne reviendra pas me donner demain parce que c'est comme ça qu'on se passe. Mais est-ce que vous reviendrez? Je vous prends l'exemple concret. Oui. Je vous dis par exemple sur la cuvette, nous avons passé 2 jours. D'accord. Voilà. Vous avez passé 2 jours, mais tout le monde n'a toujours pas été touché. Tous ceux de la cuvette ont reçu. D'accord. Donc, c'est par zone. Donc, on se laisse conduire, on circonscrit. Et quand on a donné en fonction des bons, alors on peut revenir. D'accord. En fonction des bons. Je voudrais ajouter quelque chose de très intéressant. S'il vous plaît. Par exemple, dans la synergie avec les élus qui ont leurs représentants. Je vous donne un exemple que j'ai vécu moi-même sur le terrain. Nous avons décidé que la priorité consiste à donner à ceux que nous estimons beaucoup plus dans le besoin que d'autres. Ce qui est tout à fait normal. Je vous donne un exemple. Nous sommes arrivés, il y avait une maison en planche sur un côté. Nous avons servi tous ceux qui étaient sur le côté. En face, il y avait une veuve, mais qui vivait dans une maison en dur. Et c'est là, à partir de ce moment que nous avons besoin de l'expertise
des élus locaux qui connaissent mieux leurs gens. Et c'est eux qui nous ont dit, attention, cette maison peut-être est en dur, mais nous vous avertissons que cette femme qui y vit est veuve. Et c'est à partir de ce moment que nous nous orientons, et c'est là où nous avons besoin de l'expertise et de la connaissance des élus locaux dans ces circonscriptions. Et comme il vous le disait tout à l'heure, vous savez, voir des familles en difficulté, c'est d'abord aussi une expertise visuelle. Vous êtes d'accord avec moi? Il suffit de voir le type de maison qu'il y a, et donc nous pouvons apprécier si oui ou non la priorité d'abord se faire sur ce que nous considérons être beaucoup plus en difficulté que d'autres, mais ça ne veut pas dire que nous ne revenons pas le lendemain pour pouvoir répondre aux besoins de ces gens. Maintenant, d'où vient aussi la colère? C'est qu'il y a quand même un confinement. Des gens qui ne sont pas sortis depuis des semaines, des gens qui ne sont pas sortis depuis des longues semaines et qui n'ont plus, même sur leur propre réserve, à manger, c'est tout à fait normal et nous comprenons tout à fait la détresse qu'ils manifestent et quelquefois les humeurs qui sont les leurs. Alors moi, il y a la question qui m'a été posée. Oui, mais Madame Galibika, est-ce que, parce que moi je ne représente pas la vulnérabilité physiquement, que je ne suis pas personne vulnérable, vous décidez en entrant dans un quartier de dire Monsieur X est vulnérable parce qu'il habite dans une maison en planche, Monsieur Y ne l'est pas, même s'il habite dans une maison en dur ou en planche, j'en sais rien. Quels sont les critères finalement? Vous, les élus locaux, se basent sur quoi? Parce que les élus locaux, il faut pas non plus qu'on lance des pierres à des personnes qui n'ont rien fait, mais est-ce que ces élus locaux connaissent véritablement la situation de chaque habitant, de chaque quartier de leur circonscription? Oui, alors ça, ce serait vraiment une question à poser directement à ceux-là. Mais il faut dire ceci, pour prendre un autre pan de votre interrogation et de l'interrogation de ceux vers qui nous partons. Vous pouvez arriver dans une maison en dur, et nous sommes arrivés dans certaines maisons où le monsieur est retraité, il est dans une maison en dur, il a construit sa maison, il est retraité, il a 10 enfants, sa femme est licenciée, mais ce sont des personnes vulnérables. Donc ce n'est pas une question de maison en dur ou pas maison en dur. Tout à fait. Donc il y a un discernement à faire et à poser. Il faut le dire aux populations. Voilà. Oui, donc c'est très important. Donc ce n'est pas un critère, maison en dur ou pas maison en dur. L'autre chose, petite expérience, vous arrivez, il reste avec l'équipe 5 bons. Et vous avez devant vous 30 familles. Et vous avez besoin, devant vous, 30 familles. Qu'est-ce que vous faites? Alors, premièrement, vous échangez avec pour dire, aujourd'hui, avec tout le tour qui a été fait, il reste 5 bons. Deux choses l'une, soit dans votre groupe, à 5, selon le nombre de familles et d'enfants, à qui on va donner, et le lendemain, on revient avec la suite. D'accord. Nous sommes arrivés dans des quartiers où cela s'est très bien passé. Et d'autres pas. Et d'autres pas. Je vous prends un autre exemple. S'il vous plaît, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Un papa handicapé. Oui. On nous signale que c'est un papa handicapé. Oui. Donc, on va vers lui parce qu'il est handicapé. D'accord. Mais on se rend compte que ce papa handicapé a une grande famille. Donc, du coup, on est face à une autre situation. Et il faut pouvoir réaménager cela. Donc, il ne faut pas penser que tout est beau, tout est bien. Oui, il y a des ajustements. Il y a beaucoup de synergie à créer. Et cette synergie à créer devrait se faire de part et d'autre. Parce que le ministère qui est en charge de ça... Aussi bien du ministère que des populations qui doivent comprendre. Le ministère a un travail lourd. Hein? Les populations, il faut les comprendre. Elles sont dans l'impatience. Oui. D'accord. Et il faut pouvoir trouver le juste milieu. Voilà. Et nous aussi, notre rôle, c'est cela. De pouvoir savoir apeser, et faire de pouvoir beaucoup de savoir pédagogie. faire comprendre, faire beaucoup de pédagogie. C'est ce que nous ne pas prendre la violence pour un rejet, un refus, mais prendre aussi la violence pour un cri de désespoir. Donc, c'est tout ça aussi notre rôle que à nous jouer. gérons. On en vient à cette question. À ce jour, vous, sur le terrain, qu'avez-vous fait concrètement en termes de distribution? Est-ce que vous avez distribué les 8000, des chiffres, révérend? Jusqu'à hier, déjà, nous étions à plus de presque 4000 bons déjà payés. C'est-à-dire sans prendre en compte le travail qui a été fait hier. Et donc, avec les dernières nouvelles qu'on a, les 8000 bons sont déjà terminés. Ces personnes sont allées. Ces personnes sont allées. Même ce matin encore, Très ces bien. personnes sont allées. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons commencer à toucher sur les stocks nature qu'il y a. Mais vous comprendrez qu'on ne va pas prendre, nous, des dons en nature qui sont réservés aux populations. Donc, le ministère va faire des bons estampillés ministère des Affaires sociales qui permettront que les bons en nature, avec ces bons-là,
ils pourront aller récupérer maintenant les bons en nature. Mais la première chose sur laquelle je voudrais insister auprès des populations, d'abord, on a besoin de leur compréhension. C'est la raison pour laquelle le père Patrick le disait clairement, nous avons besoin que les gens comprennent que ce n'est pas un travail facile. C'est 60 000 familles à toucher et nous travaillons en fonction des moyens qui sont mis à la disposition. Vous savez, il y a des mesures barrières parce que même les 302 que nous voulons mettre sur le terrain, il y a déjà plus de 100 et quelques qui sont sur le terrain, nous devons veiller sur leur sécurité. Nous devons veiller à ce qu'ils ne soient pas contaminés par la pandémie. Nous devons veiller qu'eux-mêmes respectent les mesures barrières et nous devons aussi faire en sorte que les interlocuteurs que nous trouvons sur le terrain respectent les mesures barrières. J'ai été, par exemple, au niveau du village Choro, là-bas, très au fond là-bas d'Akanda. Et je peux vous témoigner, vous laissez votre voiture, vous faites 5 km pour aller voir les populations qui sont au fond. Vous sortez de là pratiquement à 19 h parce que vous remarchez pour retrouver vos véhicules. Vous avez des gares tout à fait normales parce que la sécurité, et nous félicitons les forces de défense et de sécurité, font leur travail, mais ne peuvent pas comprendre que vous sortez, vous rentrez dans Libreville à 20 h, tandis qu'il y a un couvre-feu. Donc toutes ces questions, quelquefois, comme il vous l'a dit, on tarde parce qu'il faut persuader les populations, calmer les populations. Ce matin, à la cité, une des cités d'Akanda, il y avait 200 bons à partager. 200 bons à partager, sur une population estimée à 400 personnes. Au moment où je venais ici, on m'a appelé pour m'informer que des membres de nos équipes étaient cernés et bloqués. Il a fallu parler au téléphone, heureusement que dans cette cité, il y a les syndicats des citadins de cet endroit. On a pu le persuader pour leur demander d'être calmes, de persuader les populations d'attendre, et quitte à aller à l'hôtel de ville d'Akanda, attendre, n'est-ce pas, que nous puissions nous réapprovisionner pour aller sur le terrain. Donc c'est un travail assez lourd qui nécessite la compréhension des populations, mais également la patience. Et j'ajoute qu'il ne faudrait pas, parce qu'on me reproche souvent de ne pas avoir la langue de bois, ce n'est pas une élection politique. D'accord. Si nous nous apercevons à un moment donné qu'on veut orienter la chose dans ce sens, nous sommes tombés d'accord avec toutes les communautés, nous sortirons du processus. Très bien. Il faut qu'on laisse l'initiative aux directeurs généraux du ministère, c'est eux qui ont les bons, c'est eux qui les distribuent, et qu'en synergie avec les élus locaux, le ministère des Affaires sociales, les observateurs, qui sont des volontaires bénévoles. Parce qu'en principe, nous avons un grand nombre d'observateurs aujourd'hui qui sont obligés aussi d'être des